Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour ce numéro de votre émission, Les Entretiens, l'honorable Maïsan Kofi Noël. Il est le député de Bondoukou Commune. Il est également secrétaire départemental du RHDP dans le département de Bondoukou Ouest. Et récemment, c'est-à-dire le 23 mai dernier, il vient d'être nommé coordonnateur régional du Gontogo, coordonnateur régional adjoint du Gontogo. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Khalil. Merci de nous recevoir dans vos bureaux pour nous accorder cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le député, au cours de cet entretien, il s'agira de faire la lumière sur vos actions dans le département de Bondoukou en votre qualité de secrétaire départemental RHDP, de parler de la récente restructuration au sein de votre parti, marquée par la création de coordination régionale et de la présidentielle 2025, sujet, vous le savez, qui fait beaucoup de débat dans les discussions politiques en ce moment. Monsieur le député, si vous le voulez bien, nous allons commencer par vos actions terrain en votre qualité de secrétaire départemental. Le 23-24 février dernier, vous avez organisé un séminaire de réflexion dans le Gontogo avec en prime la mise en place de la base de données dénommée e-militant. Que devons-nous en retenir? Mais comme je le disais tantôt, je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce séminaire, effectivement, qu'on a organisé dans le Gontogo, mais précisément dans les secrétariats départementaux de Bondoukou Commune Ouest et Bondoukou de Commune Est. Je dois dire que dans notre département, dans le département administratif de Bondoukou, il y a 6 secrétariats départementaux. Mais les départements Bondoukou Ouest et Est ont cette particularité-là. Ils ont la gestion de l'espace géographique de la commune et un ensemble de villages. Donc les activités des deux départements politiques-là, qu'on a communément, on les appelle communément les départements, c'est des jumeaux, donc on fait toutes nos activités ensemble. L'objectif, c'est de faire un diagnostic, parce que nous avions été élus, dans le cadre de l'organisation du parti, nous avions été élus comme secrétaires départementaux, et donc une portion du territoire, j'allais dire territoire politique, nous a été confiée dans son implémentation. Pour nous, il fallait faire le diagnostic situationnel, voir dans quel état se trouvait notre département politique, l'état des sections, l'état du comité de base, l'état des militants, l'esprit des militants, et voir comment est-ce qu'on met en place un dispositif commun. Parce que pour nous, l'action doit être précédée par la réflexion. Donc nous avions élaboré des TDR, nous avions parlé avec l'ensemble des militants, et nous sommes réunis pendant 2 jours pour faire le diagnostic, comme je l'ai dit, diagnostic organisationnel, diagnostic financier, diagnostic social. Et qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Finalement, on est sorti avec 7 axes stratégiques sur lesquels on a décidé de mener des actions, parce qu'on peut ramener la gestion d'un secrétariat départemental exactement comme une entreprise, avec des ressources humaines, des ressources financières, de l'investissement et du fonctionnement. Le tout, l'objectif, c'est au final d'avoir un objectif. Le parti nous a assigné des objectifs, de faire en sorte que nous puissions enrôler, dans un premier temps, l'ensemble des militants et des sympathisants du RHDP dans le cadre d'une base de données qu'on appelle e-militants. Donc des objectifs nous ont été assignés et on a estimé que la meilleure manière pour nous d'embarquer tout le personnel politique, c'était de réfléchir et de mettre en place des outils qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Et c'est ce que nous avions fait. Vous avez parlé de l'opération e-militant. L'état actuel de cette opération au sein de votre département, c'est lequel? Vous avez à ce jour enrôlé combien de personnes exactement, concrètement, si c'est possible d'avoir les chiffres? Oui, nos 2 départements politiques devaient enrôler, je dois dire, 16 000 personnes. Et nous sommes aujourd'hui, le Bondoukou Commune Est est à 53% du taux d'enrôlement et Bondoukou Commune Ouest est à 43% du taux d'enrôlement. Donc vous pouvez imaginer que nous sommes, les deux cumulés, nous sommes autour de 49-50%. Donc si les 16 000, on est autour de 7 000, 8 000. Et ce sera possible jusqu'à 2025? Ah oui, on va aller au-delà, puisque dans la mise en œuvre, nous avions rencontré un certain nombre de problèmes. Et c'est le diagnostic, c'est tout ce diagnostic-là qui a été fait lors du séminaire. Nous avions identifié clairement les problèmes qui entravaient la mise en œuvre du travail à faire et les problèmes qu'on pourra avoir un certain nombre de secrétaires de section. Nous avons bien fait le diagnostic. En fait, diagnostic,
nous avions identifié des actions et des activités. En face de ces actions et des activités, nous avions élaboré un budget que nous sommes en train de lever pour permettre la mise en œuvre et d'atteindre des objectifs à l'horizon 2024, d'horizon 2025, que nous puissions atteindre les 100% de personnes qu'on aura enrôlées et les objectifs que le parti nous aura. Concernant les problèmes que vous rencontrez dans la mise en œuvre de cette opération, l'opération e-militant, quels sont ces problèmes-là? Le problème, c'était un problème de compréhension du dispositif. Vous savez qu'un certain nombre de nos responsables politiques à la base n'ont pas forcément le niveau requis dans la mise en œuvre, dans le traitement des données informatiques. Et ça, nous l'avions clairement identifié. Fort de cela, nous avions adapté notre dispositif. Nous avions donc décidé, la méthode avant, c'était que les militants eux-mêmes, par eux-mêmes, aillent vers les militants, les responsables, les secrétaires de section, les présidents du comité de base aillent vers les militants pour faire l'enrôlement. Depuis le diagnostic qu'on a fait, on a estimé qu'il fallait mettre en place un dispositif. Donc on a recruté 2 jeunes au siège du parti, dont les missions seront de faire en sorte, après ces personnes-là, on a mis en place des équipes pilotes, donc les équipes qui vont aller à la rencontre des militants, faire la collecte physique, et puis les éléments qui sont au siège vont faire l'enregistrement sur la base, d'abord sur un logiciel, et ensuite enregistrer la base. Donc c'était pour nous la meilleure manière de contourner la problématique relative à la non-maîtrise par certains de nos militants du dispositif informatique. Le séminaire nous a permis d'avoir une feuille de route depuis la période du diagnostic jusqu'à 2025. Pour nous, je l'ai dit, pour nous, le pilotage doit se faire avec des outils. Et donc, le séminaire nous a permis de sortir des axes stratégiques et des activités. Donc, de juin jusqu'à 2025, on aura à travailler sur le e-militant pour permettre d'atteindre les objectifs. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, à partir de septembre, octobre probablement, il y aura l'enrôlement sur la liste électorale. Donc le dispositif que nous avions mis en place pour les e-militants va être un dispositif qui va être couplé. Parce qu'en fait, le e-militant n'est pas loin de la question électorale, l'enrôlement sur la liste électorale. Donc c'est ce même dispositif-là. Les personnes qui sont au siège, on va certainement renforcer l'équipe pour que ceux qui sont au siège, certains nombres vont être en train d'enrôler pour les e-militants et certains nombres vont être en train d'enrôler pour l'opération sur la liste électorale. Après, nous allons croiser les données et puis amplifier notre base de données sur les e-militants et puis voir quel type de ventilation il peut être fait. Donc, de maintenant jusqu'à 2025, on a 2 actions majeures. J'allais dire 3. La première, c'est le e-militant sur laquelle on va travailler. La deuxième action majeure, c'est l'enrôlement sur la liste électorale. Et puis, il y a une question transverse que nous avions identifiée pendant le séminaire, c'est la question du social. Quel dispositif mettre en place pour aider nos militants, ceux qui veulent avoir du travail, comment on les accompagne, ceux qui veulent faire des projets, comment on les soutient. Donc la question sociale, elle est transversale sur toute notre stratégie. Donc de maintenant, de juin jusqu'à 2025, ce sont ces 3 questions-là que nous avions décidé d'adresser. À partir de 2025, on va faire le diagnostic, on va faire l'évaluation de ce que nous avions mis en place. Je vous ai dit qu'on a 7 axes stratégiques. Donc on aura résorbé 3 éventuellement. Et on va maintenant faire une planification. Là, on va atteindre la vitesse de croisière dans la préparation de l'élection présidentielle. Je suis convaincu que la direction du parti va nous donner de nouvelles orientations que nous allons intégrer dans notre base de travail et que nous allons adapter cette stratégie-là et puis aller de l'avant. Parlons du volet social de vos actions d'envergure qui sont à venir relativement à vos actions dans le département. Est-ce que cela répond à cet appel du président du parti, le président de la République, Alassane Ouattara, qui invite les cadres du parti à plus de générosité et de solidarité vis-à-vis des militants de la base? Tout à fait, parce que ça a fait, vous le dites à juste titre, chaque fois que le président a eu l'occasion d'avoir l'ensemble des cadres du parti, il n'a de cesse de les inviter à la solidarité et à l'entraide entre nous. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de ce séminaire-là, ça a été un axe stratégique majeur, donc à partir duquel des réflexions ont été menées, des pistes ont été identifiées. Et donc dans la mise en œuvre de ces résolutions-là, l'action sociale, comme je l'ai indiqué, on aurait pu dire que nous sommes dans une période électorale et donc adresser ces 2 problématiques qui ont lien avec seulement la question électorale, notamment le e-militant et la question de l'enrôlement de la liste électorale. Mais la question, je l'ai indiqué, la question de social est une question transversale qu'on soit dans une période électorale ou pas, nos militants ont besoin qu'on soit à côté d'eux, qu'on les soutienne, qu'on les accompagne, qu'on les assiste. C'est bien. Dans pratiquement un mois, cela fera 2 ans que vous êtes élu secrétaire départemental RHDP à Bondoukou Ouest. Tout
quel bilan faites-vous de vos actions? Je dois dire que les actions sont bonnes parce que gérer un département politique, je le dis encore, c'est gérer une entreprise. Et donc, je dois dire ce qui, lorsque nous avions été élus, dans la foulée, il y a eu la préparation des élections municipales. Naturellement, il y avait un candidat qui avait été choisi chez nous. Donc, libre cours, on a donc mis toutes les activités sous le boisseau pour faire en sorte que le candidat puisse émerger et que les structures du parti puissent être à sa disposition pour l'accompagner, parce que l'objectif prioritaire à cette époque-là, c'était l'élection municipale. Donc, nous avions accompagné ce candidat-là. Le parti s'est mis à la disposition des candidats, même pas des candidats de la commune, mais il y a eu également de manière conjointe l'élection régionale, où moi-même, j'étais sur la liste de la coordination de la région, donc on était prioritairement en campagne. Je ne dis pas que nous avions délaissé la gestion du parti, non, bien s'en faut, parce que les deux vont de pair. Donc, nous avions créé un certain nombre de sections qui n'existaient pas, parce qu'il fallait cartographier notre circonscription électorale, pardon, notre espace géographique, en faisant en sorte qu'il y ait un équilibre dans les sections qui vont être créées. Ça, nous l'avons fait. Au jour d'aujourd'hui, les départements politiques Bandungu, commune Est et Ouest, nous avions 61 sections. Alors que lorsqu'on partait aux élections, on était autour d'une trentaine. Donc vous voyez qu'on a augmenté le nombre de sections, mais qui dit augmentation du nombre de sections induit l'augmentation du nombre de militants identifiés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on parle d'une section, une section est composée de 250 personnes. Dans les sections, il y a 10 présidents, il y a 10 comités de base. Chaque comité de base a à la tête un président. Et le comité de base est composé de 25 personnes. C'est l'ensemble de ces personnes-là qui constituent la section. Donc, la partie nucléaire du parti, c'est le comité de base. Donc, le premier élément, le premier travail à faire, c'est de faire en sorte qu'on ait dans une section les 10 présidents du comité de base. Quand on a fini de faire ça, on a la section. Quand on a les 10 présidents du comité de base, maintenant, on dit à chaque président du comité de base, fais en sorte que dans ton organisation, il y ait les 25. Donc, c'est un travail de fourmi qui se fait à la base. Oui, de mon point de vue, nous ne versons pas dans l'autosatisfaction, mais on pense que les fondamentaux sont là. Vous venez récemment d'être nommé par le président du parti, Alassane Ouattara, en qualité de coordonnateur régional adjoint du Gontougo. Dites-nous en quoi consistent vos missions. Comme la dénomination l'indique, il s'agit d'une activité, d'une action de coordination. Parce que dans la région du Gontougo, je crois qu'il y a une douzaine de secrétariats départementaux qui existent, qui chacun travaille sur la base des objectifs assignés par la direction du parti. À un moment donné, le parti, à la base, est géré par les départementaux. On a estimé, je pense que la direction du parti a estimé qu'il fallait mettre en place une coordination médiane qui va être entre les secrétariats départementaux et la direction du parti. Vous vous rendez compte que ces coordinations régionales sont portées par des hauts cadres de notre parti, dont la mission est de faire en sorte à créer une synergie d'action entre les secrétariats départementaux, à créer une fraternité, à faire en sorte, la coordination va également aider au financement des activités des secrétariats départementaux à qui la direction du parti a donné un certain nombre de directives. Donc on va s'assurer, la coordination va s'assurer que les directives sont mises en œuvre, que les objectifs sont atteints, qu'il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, comment les juguler de manière concertée. Est-ce que cette nomination est compatible avec vos fonctions de secrétaire départemental? Oui, il y a bien au contraire. D'ailleurs, dans le bureau de la coordination, le parti, l'organisation, dans le bureau de la coordination, comme je l'indiquais, les secrétaires départementaux, il y a un certain nombre de secrétaires départementaux qui n'ont pas été nommés dans la coordination, n'ont pas été nommés comme adjoints. D'ailleurs, pour juguler, pour vous dire que c'est important, que tous les secrétaires départementaux sont membres des bureaux. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une action de coordination. Donc c'est bon que les premiers animateurs de la base soient dans la coordination pour faire remonter les problématiques, les problèmes que ces coordinations-là, ces secrétariats départementaux-là ont à la base, ont problème remonté au niveau de la coordination régionale. En ce moment-là, on est assis tous autour de la table, on fera faire un bon diagnostic et puis on pourra trouver les bonnes solutions et les moyens pour les mises en œuvre. Donc c'est dans la réflexion même du parti, oui. Donc il n'y a aucune incompatibilité entre être secrétaire départemental
et être membre de la coordination régionale. D'accord, c'est bien noté. Alors, nous allons aborder un sujet qui alimente les discussions politiques en ce moment en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la présidentielle de 2025. Dans moins de 2 ans, votre parti politique, le RHDP, sera l'épreuve de la conservation du pouvoir dans un contexte politique remanié différent de 2015 et de 2020. On assiste à l'arrivée sur la scène politique de Tidjane Thiam et le retour de Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous voyez cette présidentielle de 2025? Mais en tant que militant du RHDP, en tant que secrétaire départemental, nous sommes au travail. Le parti, d'abord, les élections départementales du RHDP, il y a une grande réforme que le RHDP a eue, qui a eu la nomination du président du directoire. Après, il y a eu la nomination du secrétaire exécutif, il y a eu la nomination du secrétaire exécutif, de adjoint, du secrétaire national, les membres du bureau politique. Il y a eu une grande réforme. Mais vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour préparer cette élection présidentielle. Et puis le parti a eu le nœud creux. Donc à expérimenter la démocratie interne, à faire en sorte, ça c'est inédit au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire. Les secrétaires départementaux sont allés aux urnes. Donc nous sommes le fruit du suffrage des militants à l'intérieur de notre parti. Tout ça, c'était de nous donner les moyens de gagner cette élection présidentielle-là en 2025 au premier tour. Donc depuis, nous nous préparons les élections présidentielles et les coordinations régionales qui ont été mises en place. Mais ce sont des directions de campagne qui ne disent pas leur nom. L'objectif, c'est de permettre à ce que, c'est inhérent à toute organisation humaine, que dans des régions, dans des districts où il y a une divergence due à la vitalité du parti entre les cadres, ce creuset-là permettra aux gens, aux uns et aux autres, de se parler en ayant un seul objectif. L'objectif, c'est qu'on n'ait pas des objectifs divers, qu'on ait une unicité d'objectifs. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que notre candidat, le président Ouattara, puisse gagner les élections présidentielles au premier tour en 2025. Donc tout le déploiement, toute la stratégie, le e-militant, l'enrôlement sur la liste électorale, tout ce qui est en train de se faire n'a qu'un seul but, faire en sorte que nous puissions gagner les élections présidentielles. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Moi, je ne méprise et je ne minimise aucun opposant. Le président Gbagbo a été président de la République ici, mais il sait que le RHDP, c'est une machine. Donc nous préparons à gagner ces élections-là sans coup férir. Vraiment, voilà. C'est dans cet état d'esprit-là que nous sommes. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, ce ne sont pas des adversaires qui troublent le sommeil au RHDP, qui paraissent redoutables. Pas du tout. Pour nous, il n'y a pas d'adversaire redoutable parce qu'on a avec nous deux choses. Lesquelles? La première chose, le bilan du président Ouattara est un bilan élogieux. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, c'est humain. Mais ce n'est pas un bilan aussi qui n'est pas inattaquable, puisque oui, je pense que oui, mais comme certains parlent d'augmentation du prix du carburant, la cherté de la vie, l'augmentation de l'électricité. Est-ce que tous ces faits ajoutés à la présence de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam sur la scène politique, est-ce qu'on ne dira pas que cette élection de 2025 s'annonce très compliquée pour le RHDP? Oui, je pense que Khalil, nous avions tous les arguments pour battre en brèche tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que je vais prendre un seul élément, la question de l'électrification, la question de l'augmentation du coût de la vie. Quand nous sommes à Abidjan et que nous disons que la Côte d'Ivoire est un pays qui connaît une embellie économique, mais qu'est-ce qu'on fait de la répartition des richesses? Ce qu'on peut appeler la répartition des richesses, c'est de faire en sorte que dans mon village, au fin fond du Gontougo, où il n'y a pas d'électricité, que mes parents puissent avoir de l'électricité. Cette contribution-là, c'est la répartition. La part de courant que mes parents ont là, c'est ce qui apporte la preuve que la Côte d'Ivoire a une embellie. Les parents de chez moi qui n'ont pas de route pour évacuer leurs produits. Quand la route arrive jusqu'à chez eux, c'est ça qui est la part de la révolution. Mais ça a un coût. Mais on a les éléments aujourd'hui pour les lire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des bonnes ressources macroéconomiques pour affronter tout ce que vous dites. Le moment du débat viendra. Nous, on n'a pas peur du débat. Sauf que la population disent ne pas ressentir tout ce que vous avez énuméré comme mais ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas dire que les populations n'ont pas ressenti parce que je suis élu. Monsieur le député, vous êtes d'accord que la vie est chère en Côte d'Ivoire? Non, mais l'électricité a augmenté. Le carburant a augmenté, oui. Et par ricochet, il y a une augmentation également du prix du transport en Côte d'Ivoire. C'est la qualité de la vie. C'est la qualité de la vie. Le développement ne peut pas se faire sans ça. Mais
quand on a les infrastructures qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on a les infrastructures qu'on a en Côte d'Ivoire, quand on a la qualité de vie qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est clair, je suis un citoyen comme vous et moi, mais c'est une action macroéconomique qui, c'est le serpent. Vous ne pouvez pas faire de l'investissement à ce niveau-là sans qu'il y ait eu ces mécanismes. Mais même quand vous prenez tout ça, mais, on est dans la Côte d'Ivoire n'est pas quand vous prenez le coût de l'électricité, quand vous prenez le coût du carburant, mais quand vous faites la comparaison à notre niveau, à quel niveau la Côte d'Ivoire est? La Côte d'Ivoire est l'un des pays où le niveau de carburant est le moins élevé. Quand vous prenez l'électricité, c'est la même chose. C'est parce que nous n'avons pas... On a l'impression que quand on évoque... Vous parlez d'impression. Les difficultés liées à la Côte d'Ivoire, les cadres, les militants du RHDP nous renvoient toujours au pays de la sous-région. Pourtant, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Toujours des comparaisons avec des pays de la sous-région. Est-ce que ce n'est pas une forme une manière pour vous de masquer un peu un échec? Non, pas du tout. Où réside l'échec? Parce que la Côte d'Ivoire appartient au monde, n'est-ce pas? Il y a des indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas seulement l'émanation de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de PIB, vous n'allez pas vous asseoir en Côte d'Ivoire pour dire que votre PIB est à quel niveau, mais il y a forcément des éléments de comparaison. Donc, on doit comparer. On ne va même pas au loin. On va seulement de l'environnement, dans l'environnement macroéconomique. Donc, lui et moi, donc voilà. Ce sont des instruments et c'est bon d'avoir des éléments de comparaison. Certains Ivoiriens, certainement, ne sortent pas et ne connaissent pas ce qui se passe dans les autres pays. Donc, c'est bon. Ce n'est pas une fuite en avant. C'est dire que dans notre pays, voilà ce qui se fait. Voilà le niveau auquel on est. Contrairement à côté, voilà ce qui se fait, voilà le niveau qu'ils sont. On est dans le même espace économique. Mais pourquoi diantre les gens ne veulent pas qu'on fasse de comparaison? À bas du moment, on appartient au même espace économique. C'est normal qu'on puisse avoir des comparaisons parce que les indicateurs de la Banque mondiale et des FMI, ce sont des indicateurs transversaux qui s'appliquent à tous les pays. Donc, quand on compare un indicateur économique, quand on compare du PIB ivoirien, on doit parler du PIB du Burkina, on doit parler du PIB du Sénégal. Ce sont des indicateurs de comparaison et c'est ça qui permet de permettre au pays de voir à quel niveau chaque pays est. Donc, on ne peut pas nous reprocher le fait qu'on fasse des comparaisons relativement. C'est des normes internationales auxquelles on s'aligne. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le député, vous, au RHDP, vous avancez une candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Mais en face, on a Laurent Gbagbo qui est inéligible, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. On a Charles Blé Goudé qui se trouve dans la même situation. Soro Guillaume est actuellement hors de la Côte d'Ivoire, il est en exil. Il n'a pas aussi cette possibilité de se présenter candidat à cette élection. Est-ce que Ouattara est pas véritablement en tant qu'un champion et leader dans cette élection si toutes ces personnes ne sont pas là? Bon, moi, je suis militant du RHDP. Vous analysez la question interne, la question électorale. Ça, vous comprenez que moi, je n'ai pas fait de commentaires puisque les raisons sont connues pour lesquelles un certain nombre de personnes que vous avez citées ne sont pas candidats. Je pense qu'il revient à la justice de dire ce qu'il y a à faire. Et au jour d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas candidates. La loi est dure, c'est la loi, il faut la respecter. Cela dit, nous, notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Est-ce que ça ne serait pas vaincre sans péril dans cette situation? Donc vous estimez que les autres candidats ne sont pas des candidats de poids? Je veux dire, si Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume et autres, toutes ces personnes sont écartées et qu'il n'y a que Ouattara qui est en liste. Mais non, le président Ouattara n'est pas seul en liste. On a un grand parti comme le PDCI qui, j'imagine, aura un candidat. On a un parti comme le FPI qui, j'imagine, aura un candidat. On annonce la candidature de Mme Est-ce qu'on vient actuellement sur la scène politique? Non, je n'ose pas. Moi, je ne veux pas avoir de jugement de valeur. Je ne fais pas de jugement de valeur. Le leader de ce parti, Afin Guessan, a récemment perdu son siège de président du conseil régional. Oui. Alors, visiblement, le pays n'est pas cette grosse figure politique en Côte d'Ivoire. Peut-être que le pays je pense que je ne vais pas parler d'un parti politique. Je n'ai pas se faire de l'ingérence dans le choix d'un candidat d'un parti politique. Je pense qu'aujourd'hui, tout près de nous au Sénégal, l'exemple de Diomaye est un exemple patent. Je ne demande pas, et ce n'est pas à moi de le faire, que des partis politiques, tous les partis politiques peuvent proposer un candidat. Alors, ce que vous Donc, nous dites... si un certain nombre de personnes sont frappées d'inéligibilité dans leur parti, je pense qu'ils peuvent, de mon point de vue, proposer d'autres candidatures parce que
un parti politique, c'est une organisation structurée autour d'un nombre de personnes. Il peut avoir un plan A, il va avoir un plan B. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis convaincu que, quelle que soit la situation, le PPACI aura un candidat. Je suis convaincu que, quelle que soit la situation, le COJEP aura un candidat. Que tous les partis que vous avez cités là, je suis convaincu que ces partis-là auront des candidats. Moi, c'est cette lecture-là que je fais. Alors, le discours que vous tenez, c'est pratiquement le même discours que tient le cadre du RHDP. Non, c'est un discours rationnel. Le PPACI peut proposer un autre candidat si Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Est-ce qu'on doit comprendre à travers ces propos-là qui sont tenus par le cadre du RHDP que Laurent Gbagbo ne sera jamais candidat en 2025, que c'est déjà décidé, tout a été mis en œuvre pour que Laurent Gbagbo soit mis à l'écart? Non, le dire de cette façon, c'est comme si le cadre du RADP, il y a un seul juge, le juge constitutionnel, qui est habilité à dire qui est candidat, qui n'est pas candidat. Ce que les cadres du RADP font, il ne faut qu'interpréter l'existant. L'existant, c'est qu'il y a un arrêt qui empêche, qui a permis à la CEI de ne pas inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il y a un arrêt qui a permis à la CEI de ne pas inscrire Blé Goudé sur la liste électorale. C'est cette interprétation simpliste que le RADP fait. Le RADP ne dit plus rien d'autre que ça. Parce que si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. C'est ce que dit la loi. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, la loi n'a pas évolué. Donc les cadres du RADP interprètent la loi. Ils ne disent pas que qui va être candidat, qui n'est pas être candidat. Et ils disent aussi... Ils ne sont pas les juges constitutionnels. Ce sont des citoyens, ce sont des militants d'un parti politique qui interprètent une loi. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui est. Les choses peuvent évoluer. Alors, il propose aussi au PPACI, sinon au député PPACI, d'introduire une proposition de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi une possibilité. Oui, vous qui êtes député, je ne siège plus. D'accord, vous ne siégez plus. Est-ce que vous serez favorable à une telle initiative? Non, pour le moment, je ne peux pas présager. Je l'ai dit, je ne suis pas député. Enfin, je suis député élu à cause de ma fonction. Je ne suis pas député siégeant. Donc, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne peux pas me mettre à la place des élus et puis donner une opinion. Votre suppléant qui siège, vous pouvez quand même... Est-ce que vous êtes prêt à lui dire d'agir dans ce sens-là? Non, ce n'est pas à moi de lui dire. Le RADP est organisé. Et le RADP, à l'Assemblée nationale, a un groupe parlementaire. Et les indications de vote sont données par le groupe parlementaire, par le président du groupe parlementaire, qui, fort de l'environnement, du moment, prend une orientation ou une autre orientation. Donc, de mon point de vue, n'appartenant plus à cette instance-là, je ne peux pas instruire Aujourd'hui, celui qui siège, qui est le député, est député plein. À partir du moment où vous ne le siégez plus, et qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer votre suppléant, il a tous les attributs, il a tous les pouvoirs en âme et conscience pour légiférer. Donc, ce n'est pas à moi de lui des orientations. S'il a des orientations à recevoir, ce ne serait pas de moi, ce sera du groupe parlementaire RHDP. Donc, je ne peux pas me prononcer sur, de ne pas avoir une opinion d'une instance à laquelle je ne suis pas. En tant qu'homme politique, est-ce que vous êtes favorable à une amnistie pour Laurent Gbagbo? Non, je pense que moi, je suis favorable à ce qu'il y ait, comment on va dire, le rassemblement. Le rassemblement, je ne parle plus de réconciliation parce que c'est devenu un terme galvaudé. Et j'ai dit que nous sommes des Ivoiriens, des compromis politiques peuvent être trouvés et c'est parce qu'il n'a jamais existé dans ce pays. Il peut y avoir des compromis politiques en fonction aussi du comportement des uns, du comportement et surtout des discours des uns et des autres. Et je pense que le PPACI même a entrepris les démarches. Quand moi la dernière fois j'ai suivi son secrétaire général, ils ont introduit un courrier auprès du Premier ministre, ils ont introduit un courrier auprès du gouvernement à l'effet d'échanger sur la possibilité d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le meilleur moyen, j'imagine, c'est de faire en sorte que le président Ouattara puisse prendre une loi d'amnistie. Mais c'est au président Ouattara de le décider. Je ne donnerai pas un avis sur la décision. Vous êtes un politique, vous pouvez quand même donner votre opinion sur le sujet? Non, c'est des sujets trop sensibles sur lesquels je ne vais pas m'aventurer pour donner des opinions qui... non, vraiment... Donc, quand vous parlez de compromis, vous parlez de quoi? Compromis, ça dit que... Mais je n'élude pas le fait qu'il puisse avoir l'amnistie. Hein. Je ne l'ai pas éludé.
Parce que c'est l'une des voies. Pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, je ne lutte pas le fait qu'il peut y avoir un compromis entre le PPACI et le gouvernement même, pas avec le RHDP. Parce que la démarche faite par le PPACI, c'est auprès du gouvernement. Le PPA a fait et je crois qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'il y ait un dialogue politique. De mon point de vue, il n'y a rien qui soit impossible. Je ne suis pas enfermé dans une posture de dire Gbagbo candidat, Gbagbo non candidat. Je vous dis que Gbagbo soit candidat par le biais d'une loi d'amnistie, qu'il ne le soit pas, nous, RHDP, on se prépare pour gagner les élections présidentielles en 2025. Et c'est sur ça que nous sommes focus. Tout ce qui est autour, on assiste en tant qu'homme politique, donc on intègre qu'il peut y avoir une loi d'amnistie qui va faire en sorte que Gbagbo soit dans le jeu. On en tient compte dans notre stratégie, dans notre réflexion, et on se bat, on se prépare pour ça. Si Gbagbo est candidat, si Blé Goudé est candidat, si Diom Sore est candidat, on n'a aucun problème avec toutes ces personnes, d'autant plus que ce sont des Ivoiriens. Si la loi, à un moment donné, si le compromis politique arrive, si le PPACI qui a initié cette action-là arrive à avoir gain de cause, nous, en tant que militants du RHDP, je l'ai dit, on en tient compte, mais nous, on est focus. Donc, tous les instruments que nous avons mis en place, et je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, c'est pour faire que Gbagbo, que ce soit Gbagbo, ou bien que ce soit Thiam, ou bien que ce soit ceux qui sont en face, nous, on se prépare pour gagner ces élections au premier tour. Et vous avez désigné Alassane Ouattara comme votre candidat. Récemment, dans un média français, Jeune Afrique, on a lu des propos selon lesquels Ouattara aurait évoqué le nom du vice-président Kone Tiemoko comme son successeur à la présidence de la République. Ça peut arriver. Ouattara peut annoncer qu'il n'est pas candidat comme il a fait en 2020. Dans une telle situation, est-ce que Kone Tiemoko est pour vous un bon cheval sur qui on peut compter? Pour le moment, je ne vais pas faire de la spéculation. Pour le moment, quand on prend un parti politique, et le parti politique est organisé aujourd'hui, le président du parti, c'est le président du RHDP, c'est le président Alassane Ouattara. Jusqu'à preuve du contraire, le président Ouattara ne nous a pas dit qu'il n'est pas candidat, d'autant plus que la Constitution lui permet d'être candidat. Nous, RHDP, le président du RHDP, c'est le président, comme certains le disent, le président naturel. Parce que quand on aspire à un poste, le premier élément qu'on doit mettre en exergue, c'est l'aptitude. Est-ce que Ouattara, oui ou non, a l'aptitude au poste? Je dis tout de go oui. Parce que le président... Non, je n'ai pas fini. Je pars du principe que ce qu'il a réalisé à la tête de la Côte d'Ivoire est impressionnant. Et pour cela, nous, militants du RHDP, nous lui faisons confiance. Si le président veut être candidat, ce sera à 1000% qu'on s'engagera. Mais le président peut dire qu'il n'est pas... Non, je n'ai pas fini. Vous avez posé la question à deux volets. Permettez-moi de rebondir sur vos propos. Vous parlez d'aptitude. Est-ce qu'au RHDP, des personnalités comme Kone Tiemoko... Je ne veux même pas que vous citez, parce que le président lui-même l'a indiqué. Camara, Patrick Kachi, Aoussou Jano, Kobena Kwasi, Adjumani, est-ce que ce sont des personnalités qui n'ont pas d'aptitude, Mais dans votre question, il y a la réponse du président. Le président a dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes à qui il pense que... Je ne comprends pas, il y a une demi-douzaine de cadres compétents au RHDP pour succéder à Ouattara. Mais en dépit de ce que le président a signifié, vous persistez, vous réclamez toujours sa candidature. Donc on se demande véritablement si... Mais parce que le président, dans une hiérarchie, dans une organisation, le président est le meilleur profil pour nous. Pourquoi? Mais souvent, je ne comprends pas. Je pense que certaines personnes veulent nous complexer. On n'a aucun complexe. Le président, c'est notre meilleur candidat. Quand on va à un match, on prend le meilleur de nos compétiteurs au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'a plus de compétiteurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est faire injure à tous ces nombreux cadres du RHDP. Pas du tout. Il y a beaucoup de cas. Non, mais pas du tout, on ne l'a pas dit. Non, c'est vous qui ne comprenez pas notre lecture. Nous, on dit qu'on a un ensemble de cadres qui sont capables d'être présidents de la République. Le meilleur d'entre eux, là, c'est Alassane Ouattara. Et comme on veut aller gagner ces élections-là,
Mais on va avec Alassane Ouattara. Et il a même dit, au cours de cette interview où il a parlé de 2012 de Cannes, il a même dit qu'il ne serait pas favorable à une candidature en 2020. Il souhaiterait laisser la place à, pour le moment, à un président plus jeune. Pour le moment, les instants du... Vous allez contre le chef. Non, on n'est pas allé contre le chef. Non, c'est vous les journalistes et c'est un certain nombre de presse qui veulent nous faire porter ça. Vous voulez créer le complexe de ce que nous... Mais en réalité, on le sait. C'est parce que la candidature de Ouattara, il n'y a pas photo. C'est parce que tous ceux qui sont candidats là, si Ouattara est candidat, il n'y a pas photo, ils le savent. Il n'y a pas photo, mais si on l'écarte, c'est un... Non, mais pourquoi vous voulez qu'on l'écarte? Pourquoi vous voulez qu'on écarte celui qui est notre champion? Celui qui, dans l'ensemble de l'organisation qu'on a, est pour nous le meilleur. C'est le meilleur d'entre nous. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que sans Ouattara, le RHDP n'existe pas? Mais vous avez la réponse. Parce que dans partout, il y a des indicateurs. C'est quoi la vitalité d'un parti politique? Non, dites-moi, c'est quoi la vitalité? Quels sont les indicateurs? Quels sont les baromètres pour montrer, pour parler de la vie d'un parti? Mais ce sont les élus. Mais vous avez les élections qu'on a eu à faire partout en Côte d'Ivoire. Il y a des passions même qu'on a pu avoir. Non, le parti politique est un parti vital. Je le dis et je le répète. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, le meilleur candidat pour nous, c'est Alassane Ouattara. Jusqu'à ce qu'il nous dise qu'il ne va pas et que le parti va se retrouver pour choisir un candidat. Et je vous dis qu'il y a des cadres compétents au RADP à même de succéder au président Ouattara. Mais pour le moment, c'est Alassane Ouattara. C'est notre président, le président du parti. C'est lui, c'est avec lui que nous avions glané tous ces lauriers. Nous estimons qu'il a encore les possibilités de faire en sorte que nous puissions gagner ces élections. Et on n'a aucun problème avec ça. Dit que sans Ouattara, le RHDP... Mais je vous ai dit qu'on a beaucoup de candidats. Non, vous le dites, mais vous ne le pensez pas. Vous ne pouvez pas dire que le RHDP est une coquille vide sans Ouattara. Ce n'est pas possible. Le président a construit un instrument fort. Le président, il a toujours parlé en équipe. Et donc, il y a une équipe qui l'accompagne. Et il est le chef de cette équipe. Et le chef de cette équipe-là, c'est lui qu'on estime être le mieux à même de nous représenter en 2025. Pour le moment, c'est lui. Vous ne pourrez pas nous faire de complexe. Et on n'est aucunement pas complexé. Personne ne pourra nous complexer. Vous avez l'impression que les gens disent que vous êtes complexé? Mais c'est ce que vous-même vous transparaît à travers vos... C'est ce qui transparaît à travers vos questions. Oui, mais c'est ce qui transparaît à travers vos questions. On n'a aucun complexe. Alassane Ouattara a montré qu'il peut encore gérer ce pays. Et nous, RHDP, nous lui faisons confiance. Et nous, on entend lui renouveler notre confiance. Quitte à ce que le président dise que non, je ne veux partir, et il va donner l'orientation. Quand le président va dire qu'il ne veut pas partir, il va toujours donner l'orientation. Et les instances, en ce moment-là, du parti vont se réunir pour décider de qui nous va nous représenter. Il va s'adresser au Congrès très bientôt, le 18 juin. Il va annoncer qu'il ne sera pas candidat. Je n'ai aucune idée. Je pense que chaque fois que le président s'adresse à la nation, au Congrès, c'est pour parler des problèmes de la nation. C'est une grande annonce de la nation. Donc, il y a eu des moments où il s'est adressé à la nation sans parler des questions électorales. Donc, c'est constitutionnel, l'adresse à la nation, et il le fera. Donc, nous sommes tout de suite, nous attendons tous le 18 juin pour voir ce qui va se faire. Mais ce que nous retenons, militants du RADP, nous nous préparons pour 2025. Si vous n'êtes pas candidat, vous allez l'obliger à candidat comme en 2020. On ne peut pas obliger le président à être candidat. Vous l'obligez en 2020. On ne l'a pas obligé. Il y a eu un concours de circonstances et le président lui-même l'a dit. Il y a été un cas de force majeure. Notre candidat qui avait été choisi est décédé à 3 mois. Le parti... Non, nous avions, mais vous le dites, nous avions la possibilité de désigner d'autres personnes, mais nous avions estimé que c'est lui qu'il fallait. Vous l'avez obligé? On ne l'a pas obligé. Personne ne peut obliger le président, vous le connaissez bien. Vous mettez la pression sur lui? Aucune pression. Le président ne se laisse pas mettre la pression. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le député, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci. Votre dernier mot? Ben, je voudrais vous remercier votre organe pour la qualité du travail que vous faites. Je voudrais de passage féliciter votre directeur général pour la qualité de son organe. Mais également vous, je prends le temps de temps en temps de vous suivre pour ce que vous faites. En tout cas, mes portes sont ouvertes. Pour terminer, en tout cas, comme je l'ai indiqué tout au long de cette interview, sachez que nous, RADP, nous nous battons, nous nous organisons et nous sommes prêts à affronter n'importe quel des candidats que le juge constitutionnel va dire qu'il est candidat. Nous sommes prêts. Nous n'exclusons rien du tout. Merci beaucoup à vous, honorable Maïsa Kofi Noël. Je précise que vous êtes le député de Bondoukou commune. Au niveau de votre parti, le RHDP, vous êtes secrétaire départemental RHDP de Bondoukou Ouest.
récemment, vous avez été nommé par le président du parti, Alassane Ouattara, coordinateur régional adjoint RHDP du Gontogo. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.